Demon Slayer vient littéralement d'humilier l'industrie de la Japanimation avec un film de 2h30 de pur orgasme visuel. La disparition de Dragon Ball qui entraînerait la plus grosse crise économique du Japon, pire que la pénurie de riz, et un ancien éditeur du Jump qui vient de lancer le plus gros clash de ces 20 dernières années en traitant l'attaque des Titans de manga complexe pour rien. Mais sans oublier bien sûr l'actu figurine de la semaine, c'est tout de suite dans Solaris News. Bon, c'est une surprise pour personne, mais le dernier film Kimetsu no Yaiba vient vraiment de tout péter en plus des rétines des spectateurs. Le dernier film, Infinite Castle partie 1, est sorti il y a de ça quelques jours au Japon et a déjà généré plus de 40 millions de dollars. Et tout ça en battant le précédent record qui était établi par le film Le Train de l'Infini. C'est dire à quel point, malgré les mauvaises langues, la licence Kimetsu no Yaiba n'est pas prête de terminer. On a appris par la même occasion que ce premier film a mis 3 ans et demi de production et d'après les premiers retours, on a vraiment des effets de malade et un souci du détail rarement vu dans un film d'animation. Tout ça en 2h30, encore un record du jamais vu. Alors oui, on va encore entendre les gens dire que c'est surcoté, mais d'après les retours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux japonais, c'est vraiment un banger. D'ailleurs, le film est déjà noté 9.3 sur IMDb. Et très bonne nouvelle, c'est que le film débarque en France et dans d'autres pays francophones à partir du 17 septembre, soit seulement 2 mois après la sortie japonaise. Par contre, il faudra vous armer de patience puisque le film numéro 2 est prévu pour 2027 et le film numéro 3 pour 2029. Les mauvaises langues encore diront c'est pour étirer le succès et vendre encore plus de produits dérivés. Mais bon, quand on voit le résultat de production du film, moi je pense que ça vaut bien l'attente. Bref, Demon Slayer continue de redéfinir les standards des films d'animation japonais. Et si vous avez eu la chance d'aller voir le film au Japon, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On l'a dit dans l'intro, si la licence Dragon Ball disparaissait du jour au lendemain, ce serait vraiment une catastrophe économique du Japon et je pèse mes mots. 40 ans après sa sortie, Dragon Ball a généré en 2024 12,7 milliards de dollars dans le monde entier, c'est incroyable. La plus grosse partie grâce aux ventes de figurines, jouets, accessoires ou même produits dérivés. En deuxième, les jeux vidéo et surtout grâce à Dokkan Battle qui a généré plus de 35 milliards de dollars depuis 2015. Je sais pas si vous vous rendez compte, un simple jeu mobile où tu tapes sur des boules avec des artworks SD. Vient ensuite les animés, le streaming, en avant-dernier les mangas et en dernier les films d'animation. Mais au-delà de toutes les ventes que peuvent générer la licence, c'est surtout énormément de travailleurs dans tout le Japon. Et pour vous rendre compte, chaque euro généré par la licence Dragon Ball génère derrière 3 fois plus d'argent. D'après l'économiste Atsuo Nakayama, la licence Dragon Ball en elle-même générait plus de 5 milliards de dollars par an. Ce qui fait de Dragon Ball le soft power le plus important du Japon. À tel point que la disparition de la licence affaiblirait l'influence culturelle du Japon dans le monde entier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des films, des mangas ou même une série comme Dragon Ball Daima qui au final n'a pas servi à grand chose? Eh bien vous avez votre réponse. Mais pour être honnête avec vous, je ne vois vraiment pas comment Dragon Ball peut continuer à prospérer pendant encore 10 voire même 20 ans. Parce que déjà, bon, il n'y a plus grand chose à raconter, les jeux vidéo se ressemblent tous et en plus on a eu malheureusement la disparition d'Akira Toriyama. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la licence Dragon Ball? Dites-le moi dans les commentaires. Même un enfant peut créer un des personnages de Shingeki no Kyojin. C'est la bombe qu'a lancé Kazuhiko Torishima, ancien boss de Dragon Ball et rédacteur en chef du Shonen Jump. Alors, petite remise en contexte, Torishima, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a découvert Akira Toriyama. Il a supervisé le lancement de One Piece, Naruto et a transformé l'industrie du manga en véritable machine économique. En bref, une légende vivante. Selon lui, l'attaque des Titans est peu lisible, trop complexe pour rien et surtout, malgré tout le bruit qu'a fait l'animé, eh bien, n'a pas perduré dans le temps et n'a pas fait assez de ventes. Bien sûr, vous le savez, ça a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Les gens lui ont d'ailleurs gentiment rappelé que Shingeki no Kyojin, c'est quand même plus de 140 millions d'exemplaires dans le monde, se classant 11e parmi les mangas les plus vendus de tous les temps, et que malgré ce qu'il est en train de dire, ça continue quand même toujours à se vendre. Mais derrière ce que certains peuvent qualifier de mauvaise foi,
il pointe du doigt un sujet important de l'industrie du manga. Pour lui, le manga doit être un divertissement pur et simple et n'a pas besoin forcément de raconter grand-chose. C'est ce qui, pour lui d'ailleurs, a fait le succès de Dragon Ball, n'en déplaise à tous les théoriciens et fans du lore de l'œuvre de Toriyama. Et pour lui, Shingeki no Kyojin ne permet pas vraiment au lecteur de s'identifier au personnage et à une histoire beaucoup plus complexe, inutile. Et c'est un peu le clash entre les anciennes et les nouvelles générations. Pointant du doigt qu'avec les nouvelles technologies et le manga numérique, les algorithmes nourrissent les lecteurs avec le même type de contenu et que nous avons atteint un point de non-retour où tous les mangas se ressemblent. Bien que ces déclarations peuvent sembler polémiques et un peu abusées sur l'attaque des Titans, elles ouvrent quand même un débat intéressant sur l'évolution de l'industrie du manga et surtout les standards narratifs. Alors est-ce que vous justement vous êtes plutôt ancienne génération, consommez les mangas pour passer un bon moment sans trop vous prendre la tête? Ou est-ce que vous êtes de la team où il vous faut vraiment un scénario de fou, des théories, des foreshadowing? Dites-le moi dans les commentaires. Voyons voir maintenant ensemble les sorties figurines de la semaine. Taito qui nous sort un peu de nulle part cette Luminasta de Megaman. Hatsune Miku en version plage, mais bon, attention, tout de même, toujours assez couverte, on va pas abuser. Forcément avec la sortie du film Demon Slayer au cinéma, de X-Cross Link de Tomika Gyu et Sabito, ainsi qu'une Luminasta de Shinobu, mais déjà en rupture de stock. Mais moi, mes coups de cœur de la semaine, c'est ces deux Vibration Stars de Meruem et Netero. On va commencer avec celle de Isaac Netero. Dans sa tenue de combat lorsqu'il affronte Meruem, assez surprenamment, ils lui ont pas fait la pose du cœur, si emblématique du personnage. Et dans l'ensemble, on reconnaît parfaitement le personnage, même si, au bout d'un moment, je trouve que trop de détails tuent le détail, surtout sur des figurines dans cette gamme de prix. J'aime bien l'effet qu'ils ont voulu donner avec les ombres et les cicatrices, mais là, ça fait plus sale que détaillé. Il y a aussi un petit problème au niveau de ses dents, qui sont très mal définies. Si je devais la comparer à la Pop-Up Parade, j'irais clairement vers la Pop-Up Parade. Mais bon, elle coûte 8 fois plus cher. Donc cette Vibration Star est vraiment une très bonne alternative. Pour Meruem, par contre, on est sur une pose plus dynamique où il s'étend de tout son long. Elle a toutes les qualités de celle de Netero, mais en mieux. On n'a pas cet effet sale, mais plutôt un jeu de couleurs et de matière sur son corps, parfaitement sculpté. Il n'y a aucune bavure au niveau de la peinture non plus. Et là, pour le coup, si je dois la comparer avec la Pop-Up Parade, je préfère clairement celle-ci. Et très honnêtement, ça doit être les deux Vibration Star Hunter x Hunter les mieux réussis, peut-être en concurrence avec celle de Killua qui était vraiment incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, vous abonner, activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus dans le monde manga, Japanimation, Japon. C'était Lucas sur Solaris Japan FR. Prenez soin de vous, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.